l'être le plus cher que nous avons sur la terre. C'est vrai que nous avons les papas. Oui, les papas se sentent souvent lésés par l'amour de leurs enfants pour leur épouse. Hein. Ça crée souvent une sorte de... Mais il y a des situations où, il y a des maisons où vous avez les mamans, les enfants qui aiment leur papa plus que leur maman. Tu te poses la question. Et ça crée toujours des inimitiés, des petites jalousies entre les deux parents. Oui, tes enfants. C'est là où tu entends la mère qui dit, c'est tes enfants. Tu entends le père qui dit, c'est tes enfants. Non, on dit que quand l'enfant est bien, like, when a child is okay, good, yeah, c'est la fan de père. Mais quand l'enfant est têtu, like, on dit que c'est la fan de la mère. Oui, voilà le genre d'enfant que tu m'as donné, tu m'as amené dans la maison. Si tu n'as pas encore entendu ce genre de phrase de tes parents, lève le doigt. Bonjour André Hott, qui a déjà fait son entrée dans ce studio et est bien installé. Avec lui, on va parler de l'orientation post-bac aujourd'hui. On l'a annoncé à l'entame de l'émission. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont réussi leur bac. Voilà. Maintenant, bon, j'ai fait le bac. Qu'est-ce que je pourrais faire demain? Je me pose la question. Entre, je vais faire ressources humaines, je veux faire ingénierie, je vais être ingénieur, je vais faire dans l'agriculture, mais est-ce que ça paye? Beaucoup de points d'interrogation dans la tête des jeunes aujourd'hui. Alors, André Hott, on va dire que c'est la solution. Disons que oui, c'est la solution à votre problème ce matin, vous les jeunes, puisque c'est lui le directeur de campus métier. Métier avec S, génie avec E, sans S. On fait tous cette erreur. Il est là, bonjour André. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. C'est un honneur de te retrouver encore une fois de plus sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Ah, il est au Cameroun, et Cathy, c'est quelqu'un qui bouge. Je te présente Cathy. Quand tu étais là, Cathy n'était pas là. Good morning. Good morning. You're welcome on the show. Thank you very much. I was just telling Mireille that you have my father's name. Ah, André or Hott? No, no hot. No hot, no hot, please. André. André. I was a very calm person, eh? Very calm, soft-spoken. Are you the kind of person? J'essaye. Parce que le nom André, d'abord, c'est quelqu'un qui est calme. Et je ne sais pas si tu es calme, hein? Comme on a ajouté encore hot sur ton nom là. Disons que je suis calme de temps en temps, mais le fait que je fais beaucoup de conférences, voilà, je suis obligé quand même d'avoir un peu de hot pour pouvoir mettre un peu de joie et de confiance dans les gens qu'on accompagne au quotidien. Oh, ok. Voilà. Alors, on va aller droit au but parce qu'on parle de l'orientation. Tout à l'heure, je le disais en t'introduisant, en parlant de ces jeunes qui ont beaucoup de points d'interrogation dans leur tête en ce moment. Moi, je discutais hier encore avec un parent d'élève qui se posait la question, mon enfant va me faire quoi? Je ne sais pas. Est-ce que je peux, est-ce que elle-même, c'est elle qui est en train plutôt de choisir à la place même de son enfant, parce que même l'enfant même ne sait pas véritablement ce qu'il voulait. Bon, je n'ai pas compris la question. Non, je dis le point d'interrogation sur après le bac. Tu vois, les enfants aujourd'hui, j'ai discuté hier avec une maman qui était en train de chercher plutôt à la place de son enfant, parce que même son enfant lui-même, il est indécis, il ne sait pas. Donc, elle jouait sur les notes que son enfant avait à l'école. L'orientation, c'est assez complexe. Hein. Je pense que c'est un sujet qui mérite toute notre attention. Alors, premièrement, s'orienter, c'est quoi? C'est trouver sa voie. Voie avec eux à la fin, donc la route, le chemin qu'on aimerait suivre professionnellement et s'accompagner. Et deux, trouver sa voie et faire entendre sa voix, VOX. Parce qu'il faut qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez à développer une certaine expertise dans le domaine. Donc, trouver sa voix, VOIE, et faire entendre sa voix, VOX. Ça, c'est la base. Deux, il ne faut pas perdre de vue que si on parle de ce postulat, ce n'est pas forcément les parents qui doivent choisir à la place des enfants. Il faut, pour les parents, et ça c'est très important, de dire aux parents de laisser les enfants partir de ce qu'ils aiment
partie de leur centre d'intérêt, partie des choses qui les intéressent vraiment, et de faire une correspondance avec le marché de l'emploi. Pour revenir sur l'exemple que Mireille a pris, et effectivement, si un parent a un enfant qui est indécis, qui ne sait pas clairement ce que je vais faire comme métier ou pas, c'est clair que le parent aura envie de choisir la place de l'enfant parce que l'enfant ne sait pas décider ou n'est pas clair par rapport à ça. J'aime souvent à dire aux enfants que quand vous allez voir votre parent pour votre projet de carrière, ce n'est pas votre père, c'est un investisseur. C'est quelqu'un qui va mettre de l'argent dans un projet et il faut qu'il soit sûr que le projet sera rentable. Donc vous devez prendre le maximum d'informations possibles pour convaincre le parent sur le fait que l'investissement qu'il va mettre pourra à terme, c'est-à-dire après un diplôme au niveau Bac plus 2, un diplôme au niveau Bac plus 3, Bac plus 5 ou Bac plus 6 ou Bac plus 7, le cycle doctorat, être rentabilisé. Il ne va pas jeter son argent par la fenêtre. Vous n'allez pas choisir une filière maintenant, après 3 mois, venir lui dire que vraiment ça ne me plaît plus, vraiment je ne me sens pas à l'aise. C'est un investissement et il faut que l'ensemble des parties prenantes se mettent ensemble pour dire clairement comment est-ce qu'on accompagne et qu'on essaie de minimiser le risque. On parlera en termes de chef d'entreprise, le retour sur investissement. Donc c'est ça aussi l'orientation derrière, et c'est de dire que l'éducation, in fine, l'orientation via l'éducation est un investissement, et c'est un investissement qui doit être rentabilisé. Et toutes les parties prenantes doivent se mettre ensemble pour définir le cadre idéal pour accompagner le sujet principal qui est l'enfant à réussir dans la carrière qu'il souhaiterait réaliser ou bien s'affirmer sur le plan professionnel. Moi, j'ai un cas de figure personnel, mais mon propre fils qui obtient son BTS en communication des entreprises, des organisations. Et puis maintenant, niveau licence, il te dit, je veux faire marketing digital, après je veux faire telle chose. Il a choisi une autre option encore. Et puis finalement, on l'inscrit. Au bout de 3 mois, il dit qu'il ne peut pas. Il a arrêté. Il dit, pas qu'il ne peut pas, il dit que il ne sent pas la chose. Je n'ai pas compris pourquoi. Moi-même, j'étais perdue dans ce... Maintenant, il dit, il veut faire autre chose. On essaye. Après, il te dit, c'est infographie. Finalement, on fait comment en tant que parent quand on est face à un enfant comme ça? C'est déjà se rapprocher d'un professionnel qui soit à mesure de faire un mapping entre l'ensemble de ses compétences. Une couche initiale en communication des organisations, on l'a appris à communiquer, le digital n'est qu'un canal. Encore que s'il veut aller faire infographie, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres qu'il va utiliser pour la com digitale. Aujourd'hui, la plupart des marques sont positionnés sur le digital parce que les clients sont sur le segment digital. Donc, moi, je ne vois pas qu'il est en train de s'éparpiller. Par contre, il est en train de cocher des cases qui vont rendre son profil beaucoup plus complet, si bien qu'il sera attractif par les agences de com qui auront envie de l'accompagner sur tout ce qui est brief, créa, si ça, le digital, l'infographie qu'il aura appris pourra l'aider à être créatif, à traduire un brief client en affiche publicitaire de façon claire et directe. Et toutes ces compétences-là vont l'aider. Alors, quand on parle de réorientation, puisque c'est un cas pratique, c'est pas toujours pour dire que tout ce qu'on a fait, on va le laisser. On parle généralement de compétences transférables. Qu'est-ce que, dans le premier cycle universitaire que j'ai suivi, quelles sont les compétences que je garde pour amener dans ma nouvelle aventure professionnelle ou bien ma nouvelle aventure académique pour pouvoir, moi, honnêtement, il est toujours en train de cocher des cases qui se rapprochent de la grande famille communication. Et le digital aujourd'hui est un outil incontournable pour les marques. Donc il est toujours dans son domaine de prédilection initiale qui est la communication. Okay. Now my question is, let's take, is it possible to choose, like, for you to use your interests in order to choose your post-bac orientation? For example, you don't have a dream job at all, and maybe the only thing you can do is maybe listing the different things you're interested in, and you try to do a comparison, and you do a comparison, and you look at the streams that are available for you to choose. I don't know, so the question is, I don't know if it's possible for you to use your interest in order to choose a post-bac orientation. Je pense même que c'est ce qu'il faut faire.
parce que vous touchez vraiment du doigt le cas pratique. On part toujours de ses centres d'intérêt, de ses passions, pour faire une... Parce que chez nous, on fait quoi? On choisit un parcours académique, et c'est quand on est en train d'avoir le diplôme qu'on se dit, ce papier-ci même va me servir à quoi? Or, quand on part des centres d'intérêt, des talents, du potentiel, et qu'on fait une correspondance avec le marché de l'emploi. Ok, je prends un exemple. Je suis à la maison, je suis très assidu sur tout ce qui est achat, tout ce qui est faire des courses, tout ce qui est... Il y a un métier qui s'appelle acheteur. Ok. Vous avez une petite soeur à la maison, elle connaît tous les bons plans. Si vous voulez acheter le dernier iPhone qui est sorti, elle sait quelle boutique vend ça. Si vous voulez acheter ci, elle a tous les bons plans. Elle a déjà une culture d'acheteuse. Il y a un métier qui s'appelle acheteuse, avec une couche au-dessus qu'on peut mettre sur plein de tout. Donc, on fait la correspondance. Vous avez un ami, un petit frère à la maison qui était président de la coopérative au lycée. Tu vois, tu organiser les fêtes, les événements. Quand l'organisation d'un événement, il fait du marketing. Il fait des ressources humaines, il recrute des gens. Il fait des finances parce qu'il lève les fonds pour pouvoir organiser l'événement. Le gars, il est déjà en train de se positionner sur un métier comme event planner. Il y a des entreprises aujourd'hui qui recrutent des event planners. Mais juste qu'il ne sait pas que c'est un métier, il le fait naturellement. Donc oui, il faut toujours partir. S'il faut parler, redéfinir orientation, je dirais, s'orienter, c'est quoi? C'est mettre un métier sur une passion. Faire une correspondance entre un métier et une passion. Maintenant qu'on a fait ce pont-là, la question c'est quelle est la route que je vais emprunter qui va me permettre de développer des compétences en adéquation avec cet objectif professionnel que je me suis visé. Et là, je serai en train d'aller dans une université, me former dans ce domaine et me dire, OK, voilà sur quoi je me forme pour atteindre l'objectif X qui est en adéquation avec ce que j'aime aujourd'hui, mon potentiel, et là où je me sens vraiment à l'aise, je suis épanoui. Okay. Another question is, can one define one's post-bac orientation thanks to your academic results? Beaucoup de personnes le font. Hein. Beaucoup de personnes partent toujours des résultats académiques, des relevés de notes. C'est une bonne chose. À côté des talents et des compétences, effectivement, on peut aussi ajouter je vais dire quoi, la capacité. On peut être passionné dans un domaine, mais on n'a pas les aptitudes qui permettent de faire le domaine. Ça va prendre plus de temps dans l'apprentissage que dans la volonté. La volonté et la foi sont toujours dessus de tout. Mais c'est clair que quelqu'un qui a des centres d'intérêt et une passion dans un domaine, et qui plus est, a vraiment les résultats académiques ou scolaires, puisqu'on est encore au lycée, qui permettent d'atteindre qui lui permettent de s'exprimer vraiment, ben c'est clair qu'on est dans le cas idéal. Et si le troisième pilier, c'est le parent a validé le projet, parce que ça aussi, le parent a validé, c'est aussi fonction de le parent a les moyens, parce que parfois ça peut aussi être lié aux finances, c'est pas toujours une mauvaise volonté pour les parents de décider de s'engager dans un projet de l'enfant ou pas. Surtout que dans notre contexte, c'est la dernière minute, j'aimerais que les enfants viennent souvent voir les parents. J'ai vu ça, ça me plaît, tel métier me plaît et tout et tout. Ils n'ont pas pris le temps de construire avec les parents, ce que je dis souvent, même si on a envie d'imposer une carrière à un enfant, on est plus dans une démarche de co-construction. C'est-à-dire, beaucoup plus tôt, on commence à amener l'enfant doucement, à lui faire intégrer la démarche, à lui faire intégrer le métier, à créer un cadre qui fait qu'il commence à faire de petites choses en adéquation avec le métier. Naturellement, il aura l'impression que ça émane de lui, mais tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un environnement qui a favorisé le développement de ce potentiel et son amour pour ce métier. Et il va forcément briller et exceller par rapport à ça. Okay. Talking about parents, maybe parents' parts, the parts they need to play, because we've seen a lot of parents that like to impose certain career on their children. Now you as a child that maybe after your baccalaureate result or whatsoever, in your head you have this particular field you want to do, you want to study, but your parents are not d'accord with it. So now how do you get to, discuss or dialogue with your parents in order for them to, in order for them to
allow you choose maybe a solid a project or a solid field that you always dream of? Ça, c'est une très bonne question que je ressors souvent. Effectivement, on a cette population, catégorie de population, étudiantes ou élèves, qui malheureusement ont des parents qui veulent se réincarner à travers eux. Donc le parent, quand il n'avait pas les moyens, lui il avait des rêves qu'il n'a pas pu réaliser. Maintenant, aujourd'hui, qu'il a la capacité à réaliser ça, ben, il dit aux parents, il dit à son enfant que tu vas faire ça, c'est moi qui paye, c'est toi, tu n'as pas le choix. Oui et non, je dirais oui. Je répondais la question en prenant le cas du parent et en prenant le cas de l'enfant. Honnêtement, si vous avez un enfant en seconde qui vient vous dire « je veux être médecin », il se renseigne. Tout le temps, vous le voyez en train de se lire sur la médecine, tout. Il vient en première, il te dit « papa, je veux être médecin ». Il est toujours en train de lire tout ce qu'il te demande, ça rapport à la médecine. Il revient en terminale, papa, je veux être médecin. Tu auras envie de l'encourager à faire médecine. Même si ce n'est pas ton vœu, le fait qu'il y ait qu'il y ait une certaine constance dans l'engagement et l'énergie qu'il a pour le projet, ça va motiver le parent à l'encourager. Vous avez un enfant qui en seconde vous dit, je vais être pilote. En terminale, il a en train de regarder National Geographic. Il vous dit vraiment, moi je veux plutôt être ingénieur pétrolier. En terminale, un tonton vieille gare une belle voiture. Il dit, tonton, tu fais quoi comme métier? Je suis expert comptable. Oh, ton métier la paye, hein, tonton. Je vais être expert comptable. Voilà. En gros, en 3 ans, le gars, il a changé 3 métiers. Il n'y a pas une certaine constance. Donc pour le parent, cet enfant ne sait pas ce qu'il veut. Comme, n'oublions pas mon postulat de départ, le parent est un investisseur. Ce n'est plus le père. Il doit être convaincu. Donc, il a un enfant qui n'a pas la maturité à le convaincre, qui est indécis. Qui plus est, il a peut-être fait une entreprise. Il a peut-être créé une entreprise. Il a investi beaucoup d'argent. C'est son seul enfant. Il aimerait bien que l'entreprise qu'il a, qu'il puisse préparer quelqu'un qui va venir prendre la succession ou bien un des maillons prendre la relève. C'est légitime. Mais souvent, pour ces parents-là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas commencé tôt à intégrer l'enfant dans la démarche. Ils viennent surprendre l'enfant et lui dire que, voilà, tu vas commencer à faire ça. Non. On est vraiment dans une démarche de co-construction. Donc, l'autre cas, un enfant qui a son projet, qui maîtrise son projet, il connaît les débouchés, il s'est renseigné, il connaît les budgets, il connaît les prix, les dates, il a anticipé. Le parent aura envie de l'encourager, même s'il n'est pas d'accord. Aujourd'hui encore, avec tout ce qu'il y a comme nouveau métier, nos parents sont vraiment has-been. Donc, ils sont toujours dans les traditionnels, les métiers classiques qu'ils connaissent dans le passé. Donc, c'est clair que ça sera un gros challenge. Mais tout parent qui a un enfant, qui s'est renseigné, qui s'est documenté, par rapport à sa carrière, il a pris des informations, il travaille bien, il a senti une certaine constance dans l'évolution de l'enfant sur le dernier cycle scolaire, il aura envie de l'encourager. Donc pour moi, le caractère ou le facteur constance est très important. Ça montre de l'engouement, ça montre de l'intérêt, ça montre de l'énergie. Et on a vraiment envie d'accompagner dans ce cadre-là. But when we talk of post-bac orientation, don't you think it's supposed to start from the base? Let's take, for example, like as a student, you're very good. Back then in school, you're very good in history. It's just an example. You're very good in history. You've never had an interest in accounting or whatever. After having your baccalaureate, the first thing you think of, maybe because you've been hearing people talking about banking, there is a lot of money in banking, you want to be a banker. So I feel like maybe it should start from the base, like your performance in school, what you're good in back there in school, before you could have an idea on what you can become in future. Mais je reviens encore sur ce cas, parce que c'est lié, hein, c'est lié. Je repose la base en disant que s'il faut dresser une map, une carte complète, il y a d'un côté les centres d'intérêt, les passions et le talent et le potentiel de l'enfant. À côté de ça, il y a également ses performances académiques et scolaires. C'est pour cela que dans le schéma d'une bonne orientation, on a 4 à 5 parties prenantes principales qui interviennent. Il y a d'un côté la famille. Les parents aujourd'hui jouent un grand rôle.
Malheureusement, beaucoup de parents ont laissé la responsabilité de l'éducation au système scolaire, au système éducatif. Le parent, c'est juste que j'ai payé l'école, c'est bon. Ce n'est pas suffisant. Il faut faire un suivi, il faut regarder les lacunes de l'enfant. Il faut également créer un cadre qui permette à l'enfant de développer son potentiel en rapport avec. On peut commencer à parler aux enseignants. Moi, mon rêve, c'est que l'enfant fasse ci, l'enfant fasse ça, l'enfant se positionne comme ça. Comment vous voyez ses aptitudes? On commence à remonter son niveau par rapport à certains domaines. Donc, il y a ça. Deux, il y a des enseignants qui passent du temps avec ses enfants. Donc, eux aussi, quand ils voient les lacunes, par rapport au projet, si la discussion a été entamée avec les parents, ils savent que non, ils vont dire aux parents que, attention, si vous voulez qu'ils fassent ça dans 4 ans, ou bien qu'ils fassent ça dans l'avenir, et qu'il intègre telle filière à l'université dans 3 ans, disons qu'il est en 3e ou en première, il faut faire attention à ça. Voici les points qu'il faut améliorer par rapport à ce projet. Voilà comment il faut accompagner. À côté, il y a les professeurs de l'orientation aussi, qui animent cet écosystème-là en disant, oui, voilà ci, voilà ça, voilà les perspectives, voilà les nouveaux métiers qui existent aujourd'hui. Mais il y a également le monde de l'entreprise. Combien de parents aujourd'hui, s'ils ont détecté un talent ou un potentiel chez leur enfant en 3e, les enverront faire un stage. Là, on était pendant les vacances. Les enfants sont dans les cours de vacances, ou bien si ça. Mais une activité aussi. Si vous savez que votre enfant veut être ingénieur informaticien, trouvez-lui un stage de 2 mois, de 3 semaines, où il est dans un environnement où ses yeux s'émerveillent. Ça renforce davantage la passion pour le métier et l'envie de pouvoir réussir, de vouloir réussir dans le domaine. Donc voilà un peu les acteurs qui interviennent. Et il faut que chacun de ces acteurs joue son rôle. Le parent trouve un stage à l'enfant, l'enfant fasse une immersion pour savoir est-ce que vraiment ce métier, je suis fait pour ce métier ou je ne suis pas fait pour ce métier. D'autres iront et diront que ça là vraiment, je m'étais trompé. Le fait de confronter l'enfant à la réalité du métier, où il a vraiment un cas pratique, une immersion professionnelle, une première expérience ou un stage d'observation, ça lui permet d'avoir une idée sur le métier et se dire, ok, ben ça, voilà comment je peux orienter. Et s'il a vraiment aimé, en discutant avec ses pairs, qui sont déjà des professionnels, il pourra dire que voilà comment je dois approfondir mes domaines, je dois mettre plus d'accent sur ça, et ça pourra faire l'objet de ces activités extrascolaires. Parce que il y a l'école, mais comment est-ce qu'on occupe les enfants hors de l'école? Voilà. C'est aussi cet environnement, la façon d'occuper les enfants hors de l'école, qui permettent d'avoir une certaine performance dans le système scolaire. Donc, il faut véritablement mettre un accent aussi sur le temps hors de l'école. Comment est-ce qu'on développe l'enfant? Comment est-ce qu'on ouvre son esprit? Comment est-ce qu'on lui commence à inculquer certaines valeurs, certains principes? Donc, ça aussi, et là où les parents ont un rôle à jouer. Il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut un accompagnement. Et cette connexion-là est importante. Elle est très importante. Ok. Donc, je remarque donc, ça veut dire que pour le parent qui n'a pas eu le temps de prendre ce temps de gérer de la petite enfance jusqu'à ce qu'il ait le bac et qui prend les choses juste en cours, c'est un peu compliqué pour ce parent-là de revoir les choses. Parce que tout à l'heure, tu as dit, parlant de la relève par rapport, par exemple, à une entreprise familiale, par exemple, où on prépare l'enfant dès le bas âge. Et quand tu le dis, ça m'a rappelé, en Europe, les familles, il y a des entreprises qui c'est de génération en génération. Qui se relaient. Qui se relaient. Qui se transmettent même de père en fils, de fils en... voilà, etc. Mais on n'a pas encore cette culture en Afrique, au Cameroun. C'est pas chaque enfant va décider, je veux faire ça. Mais en écoutant ça pourrait peut-être inciter un parent, dès le bas âge, à orienter son enfant vers ce qu'il veut, puisque c'est lui l'investisseur. C'est ça. Mais not imposer. On n'impose pas, on co-construit. On le met dans un écosystème, il commence à acquérir les connaissances, acquérir les compétences, ça va devenir naturel. Juste qu'on a créé le cadre, il aura l'impression que ça vient de lui, mais l'environnement qu'on a créé fait qu'il n'a vu que ça. Donc. C'est et seulement si on a commencé très tôt. On a commencé tôt pour que les habitudes commencent à s'y prendre. Voilà, quand on a un enfant qui est déjà en classe de 3e, ça devient un peu compliqué, seconde, première. Même 3e déjà, même 3e, c'est pas tard déjà, il faut le dire. 3e, pour moi,
c'est troisième seconde, c'est la dernière ligne droite. Mais c'est pas en terminale que le gars, il a ses rêves, il voit sa vie. Ah non, et vous venez lui dire que il faut aller faire ça. Il y a un gros problème, quoi. Bon, maintenant, comment faire donc? Comment amener cet enfant-là qui a son bac et qui n'arrive pas toujours à se décider? Voici la rentrée académique estudiantine qui n'est pas très loin, c'est dans quelques mois. Il reste 2 mois. Et je sens que je me mets à la place de cet enfant qui est dans la panique parce qu'il est en train de ça, il se dit qu'il a un tournant de sa vie. Il ne sait véritablement pas quoi faire dans ce cas de figure. Alors, quand on parle de choix d'une orientation post-bac, il y a 4 étapes, 4 ou 5 étapes fondamentales qui sont nécessaires. La première, c'est d'abord la connaissance de soi. Donc, on ne peut pas aller choisir un métier si on ne sait pas assez écouter, si on ne se connaît pas. Moi, je travaille avec 5 outils qui sont pour nous importants. Le premier, c'est le RIASEC, qui permet de découvrir ce qu'on appelle les intérêts professionnels. Alors le R, il y a des gens qui sont de type réaliste, il y a des gens qui sont de type investigateur, pour le I, il y a des gens qui sont du type artistique, il y a des gens qui sont du type social, des gens qui sont du type E, entrepreneur, et il y a des gens qui sont du type C, conventionnel. Alors que naturellement, les conventionnels, généralement, vous retrouverez les comptables qui sont dans des métiers classiques. Il y a une norme comptable qu'il faut respecter. Vraiment, ils suivent la lettre, ils ne se posent pas de questions. Donc, vous avez des enfants à la maison ils remettent tout en question. C'est des gens qui peuvent aller vers l'entrepreneuriat. Ils ont vraiment de la niaque. Donc, quand on fait ce test-là, on recommence à ressortir certains centres d'intérêt ou bien des domaines. Le 2 qu'on utilise beaucoup aussi, c'est le MBTI, qui est beaucoup plus approfondi et ressort quelques traits de caractère professionnel aussi. L'autre outil que j'utilise beaucoup aussi, c'est le Nikigai, qui est une technique japonaise qui permet de ressortir ce qu'on appelle sa raison d'être. Il parle d'un principe simple. Chacun sur Terre est venu écrire une histoire. Donc, il faudrait la trouver, la rencontrer, la trouver pour pouvoir conduire cette vie professionnellement qui est le centre de ta vie, le but. C'est clair que quand on te voit communiquer, on sent que se lever tous les matins, arriver ici à l'heure avec la pluie, depuis des années comme tu le fais, il y a forcément une passion parce qu'à un moment, tu aurais dit, bon, vraiment, me lever le matin là-bas, c'est quoi? Mais chacun doit prendre son métier au sérieux, respecter son métier et c'est ça quand on est engagé par rapport à un métier. Maintenant, à ça, j'ai ajouté 2 autres outils. On parle beaucoup de SWOT analysis, ressortir global, parce qu'à la fin, on est un produit qui va se vendre sur un marché qui s'appelle le marché de l'emploi. Donc, il faut ressortir les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités de votre profil. Je vais entrer sur le marché de l'emploi. C'est quoi mes forces? Qu'est-ce que j'ai à vendre? Qu'est-ce que j'ai à proposer sur le marché? Et pour terminer, je termine avec la loi de Pareto. Alors, Pareto dit quoi? Je sais faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas exceller en tout. Definitely. Quels sont les 20% des compétences que j'ai qui peuvent m'ouvrir 80% des opportunités? Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Quand on a identifié dans tout ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait le mieux faire, il faudrait aller là-dedans. On va peut-être ressortir un top 2 ou un top 3. Il y aura des préférences, mais il faut choisir. Maintenant, les autres pourront rester en stand-by, pourront faire l'objet des occupations pendant les congés ou les vacances. Et après, on rencontre souvent des sont qui ont fait une vie de pharmacien, puis ont fini boulanger, après se sont reconvertis. Donc, c'est des métiers dormants. Le potentiel était là, juste que pour des raisons contextuelles, il y a des réalités qui peuvent être économiques, qui peuvent être, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas eu une bourse pour aller faire ces études-là. Je mets en stand-by, mais ça ne veut pas pour dire que je continue à garder la passion en gardant un bon centre d'intérêt. Moi, j'ai des amis qui hésitaient entre l'ingénierie et la médecine. Par exemple, finalement, ils sont devenus ingénieurs informaticiens, mais ont développé des applications dans le domaine de la santé. Donc, il y a toujours des correspondances qui existent. À un moment, je peux rappeler une passion dormante et j'essaie de coupler mon projet professionnel pour que mes deux passions à la fin communiquent. Je suis ingénieur. Finalement, j'étais passionné par la médecine et l'ingénierie.
Au final, j'ai choisi l'ingénierie, mais j'ai retrouvé ma passion pour la médecine en développant des outils ou des applications au service du secteur de la santé ou de la médecine. Donc, ce n'est pas toujours perdu. Quand on a fait un bon bilan et qu'on a un top, on ressort des éléments clés et on voit. Maintenant on se connaît, on se projette sur un métier. Chez nous, on fait l'inverse. On a le bac, on s'inscrit à l'université. Et c'est quand on a le diplôme qu'on se dit, c'est quoi le métier que je peux faire? Non, je dois d'abord partir, tel que Cathy l'a dit tout à l'heure, de ce que j'aime. Quand j'ai ressorti clairement ce que j'aime, j'ai fait le pont pour savoir quelle est la correspondance avec les besoins sur le marché de l'emploi. Maintenant, je vais donc me former en 3e position. Je choisis le parcours d'apprentissage qui va me permettre de pouvoir me développer. Et maintenant, il faut le dire, se former, ce n'est pas seulement aller à l'université. Parallèlement, il faut aussi que je mette ma formation à jour. Malheureusement, on doit le dire, beaucoup de nos curricula dans nos universités sont obsolètes. C'est des enseignements qui ne sont pas adaptés aux normes internationales pour rendre nos talents camerounais compétitifs sur le marché de l'emploi international. On ne se forme pas. On ne se forme pas au Cameroun pour travailler à Ndokoti ou bien à Yassa. On se forme au Cameroun pour demain, dans 5-10 ans, être en compétition avec un jeune à Nairobi ou bien postuler à une offre à Tokyo. Pour que je puisse avoir ce niveau de compétence ou de compétitivité internationale, je dois également me renseigner sur, par rapport à ce que j'étudie, quelle est la norme internationale, qu'est-ce qu'on fait à New York, qu'est-ce qu'on fait à Chicago. Et aujourd'hui, il y a des plateformes qui s'appellent des MOOC, MOOC pour Massive Open Online Courses, qui sont des cours des universités dans le monde, que je peux avoir accès gratuitement dès que j'ai un ordinateur et j'ai Internet. Certaines plateformes, par exemple, vous avez Udemy, donc U-D-E-M-Y, qui est une plateforme qui a beaucoup de cours en ligne. Vous avez Coursera, par exemple, cours, donc C-O-U-R-S-E-A, S-E-R-A, qui a également beaucoup de plateformes. Vous avez EDX, qui a également beaucoup de plateformes. Vous avez LinkedIn Learning, pour ceux qui sont les adeptes de LinkedIn. Il y a l'onglet LinkedIn Learning qui permet d'avoir beaucoup de formations aussi. Et vous avez Open Classroom aussi, qui a beaucoup de formations. Je vais citer ces 5 parce qu'elles sont les majeures. Où aujourd'hui, quand je parlais tout à l'heure, comment j'occupe mon temps hors de l'école. Un enseignant m'a donné un cours de communication. OK, je vais aller regarder ce que HEC a fait, ce que les gars de HEC ont fait en communication. Je vais regarder ce que les gars de Harvard ont fait, ou bien les gars de London School of Economics ont fait, ou le gars de Shanghai a fait. Je regarde des cours en ligne et je compare. Parce que j'ai à cœur demain d'être quelqu'un qui sera compétitif sur le marché. Je ne m'arrête pas seulement à me former sur mon environnement ou bien aux réalités, parce que ce n'est pas ça le game ou le challenge. À côté de ça, le mentorat est très important. Donc, il faut identifier un mentor, quelqu'un qui a réussi dans ce à quoi vous aspirez pour apprendre de son expérience. J'aime souvent à dire qu'il faut faire de son expérience une sagesse pour ne pas faire tomber sur les mêmes erreurs que lui il a commis. Aujourd'hui, vous commencez votre carrière professionnelle, vous voyez à une marche, il est à la 40e marche. Et il a un regard sur la marche 2, la marche 3, la marche 3. Il peut te faire gagner en temps. Et je définis moi un mentor aujourd'hui comme un accélérateur de carrière. Donc il faudrait que les jeunes, nos jeunes frères, se rapprochent des aînés qui ont de l'expérience dans ce à quoi ils aspirent pour apprendre. Ça peut être des expériences en termes de parcours pour réussir. Voilà les bonnes écoles qu'il faut faire. Moi, j'ai été formé à ci. Parallèlement, il faut faire ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de certifications aussi. Quelles sont les certifications dans ton domaine d'expertise sur lesquelles que tu peux suivre pour être excellent? Et là, on parle vraiment de compétitivité de la ressource humaine camerounaise. Ce n'est plus un enjeu juste de dire que je me forme. Et chacun doit avoir cette envie de se former pour créer de l'impact et contribuer avec le talent et la compétence qu'il a à transformer notre beau pays. Voici une jeune fille qui est allée jusqu'au master en ressources humaines et qui se retrouve au chômage, qui maintenant, elle veut se réorienter. Et elle fait comment? Parce qu'elle veut changer. Elle estime que les ressources humaines ne sont pas... Ce n'est pas... Il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture dans ce... Et elle est allée jusqu'au Master 2. Maintenant, première chose, il faut faire un bilan de compétences.
Et elle veut se lancer maintenant, elle cherche quelque chose à s'occuper, comme la plupart de ces jeunes diplômés. Et elle va dire, je veux faire le métier je veux d'abord faire l'onglerie. C'est ce qui... autant de choses. Déjà, moi, je pars d'un principe simple. Hein. Si elle s'est formée dans les ressources humaines et qu'elle est compétente, il y a du métier, il y a du travail. Il y a du travail les entreprises ont beaucoup de problèmes. Il faut revoir, faire un bilan de compétences pour voir quel est son parcours, quel est son background. Mais sauf qu'on ne fait pas confiance Est-ce qu'elle a fait ressources humaines depuis la première année? Oui. Est-ce qu'elle est passée par un parcours? Parce que beaucoup, soit ils ont fait RH dès la première année, soit ils ont d'abord fait une licence en droit avant de faire ressources humaines en master. Il faut revoir le parcours pour voir quelles sont ses compétences. Et après, un background en ressources humaines ouvre beaucoup de portes. Pas seulement dans les ressources humaines, mais on peut travailler. Aujourd'hui, à la fin, moi je connais beaucoup de gens, moi-même qui vous parle aujourd'hui, moi je suis ingénieur informaticien, mais je me suis retrouvé dans un métier en rapport avec les ressources humaines. C'est ma passion pour le domaine ou pour le métier qui m'a amené à apprendre. Donc il y a des compétences transférables. Wow. Est-ce qu'elle s'est posé les bonnes questions? Est-ce qu'elle s'est fait accompagner? Maintenant, quand tu dis qu'il n'y a pas d'opportunité, il faut se dire une chose qui est vraie. Le marché d'emploi camerounais peut être saturé. Mais le Camerounais, moi j'ai remarqué, ne voyage pas beaucoup. Il y a des offres au Tchad, il y a des offres en RCA, il y a des offres à Bangui, il y a des offres à Abidjan. Mais quand on est bon, quand on est un talent, il y a des entreprises qui vous payent le billet d'avion, vous venez travailler. Quelle entreprise va avoir une ressource? On regarde le mercato pour parler du football. Quand une entreprise veut quelqu'un, est-ce qu'aujourd'hui, nos jeunes sont formés à se vendre comme des talents? On ne part pas sur le marché d'emploi demander le travail. On va sur le marché d'emploi offrir ses compétences. Est-ce qu'elle est elle-même sûre des compétences? Avant de dire qu'on ne fait pas confiance aux jeunes, est-ce qu'elle-même elle est consciente de la capacité qu'elle peut, la force qu'elle peut apporter à l'entreprise? Quelles sont les compétences qu'elle a à offrir? Si je vais dans une entreprise, comment je peux la transformer? Comment je me suis préparé à contribuer à changer l'entreprise, à la transformer, à la faire grandir? Est-ce qu'elle en a conscience? Est-ce qu'elle connaît son offre de compétences? Qu'est-ce ce qu'elle peut apporter? Les stages qu'elle a eu à faire, qu'est-ce qu'elle a eu à apporter comme valeur ajoutée? Ce n'est pas juste que je fais le stage. Je dois montrer que j'ai envie. Je dois démontrer que je peux apporter quelque chose. Et je dois me renseigner et me former chaque jour. Je pense, moi, de mon point de vue, en me rapprochant des aînés, mes pairs dans le métier, en apprenant davantage, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ils ont fait pendant leur expérience, en me documentant chaque jour pour apporter une réelle offre de compétences. Quelqu'un qui va sur le marché de l'emploi dire s'il te plaît, je veux le travail, n'a pas de valeur. Mais si je viens déjà vous dire que je veux travailler chez vous, c'est parce que j'ai identifié que vous avez un problème. Et que moi, j'ai la solution au problème que vous avez. Donc, je vous apporte une offre de compétences qui vient résoudre une problématique que vous avez. Donc, je suis un médecin, c'est moi, vous avez besoin de moi, je viens vous soigner. Ce mindset-là, beaucoup de nos jeunes ne l'ont pas aujourd'hui ou ne l'ont pas cultivé. Oui. Mais je pense aussi, à côté des diplômes, c'est important d'amener les jeunes à avoir confiance en eux. Et la confiance, en fait, repose sur la compétence. Quand on est compétent, et la compétence vient de quoi? Parce que j'ai eu des environnements où j'ai eu à faire. Combien de jeunes sont prêts à travailler gratuitement pour apprendre de l'expérience? C'est ça. Disons-nous la vérité. On a le master, on veut directement le salaire à 6 chiffres, avec 3 domestiques, la voiture, si ça globalement. Combien sont prêts? On parle du processus. Accepter malgré mon master, recommencer à zéro. Apprendre le côté d'un père, monter en compétence, monter ensuite. Parce que cette compétence va vous donner la confiance. Et c'est cette confiance-là qui va vous permettre d'ouvrir toutes les portes qui ont l'air fermées. Parce que vous savez que vous avez cette compétence. Votre renommée ou l'expertise métier repose sur la compétence que vous avez de par les expériences que vous avez eu à faire. Donc, même si on vous a traité, vous avez travaillé gratuitement, vous avez tous les jours développé une expertise et c'est ça que vous allez vendre. Mais combien de jeunes sont prêts aujourd'hui à aller se sacrifier, à commencer à zéro, à aller faire un stage même sans qu'on ne les paye parce qu'ils sont concentrés sur je n'ai pas de salaire, mais je suis en train de prendre de la valeur. Cette valeur ne va pas se perdre. Je pourrais demain la revendre à une entreprise. Et c'est ça le gros problème ou le sujet aujourd'hui. Maintenant, quand on reste 5 ans sans activité, c'est normal qu'on perde confiance en soi. Quand on se demande si son master sert à quelque chose, et parce qu'on a envie de survivre, on est prêt à accepter n'importe quel métier. Oh, on a été formé pour résoudre des problématiques. Mais cette résilience
ce processus de je commence, d'abord j'apprends, je grandis, je monte en compétences et je vends mes compétences, on ne l'a pas intégré. Et il faudrait aujourd'hui auprès des jeunes qu'on insiste là-dessus pour leur permettre d'avoir plus de maturité lorsqu'ils vendent leurs compétences auprès des entreprises. D'accord. Bonjour, très belle émission, s'il vous plaît. Que pensez-vous d'un jeune bachelier qui souhaite se lancer dans la programmation informatique en passant plutôt d'un centre de formation professionnelle que l'université? Aujourd'hui, l'informatique a montré qu'on n'a pas forcément besoin d'aller à l'université pour pouvoir se former. On peut apprendre le langage de programmation sans aller à l'université. Il y a toutes ces plateformes que je vous ai citées tout à l'heure, là, il y a des cours en ligne qui vous apprennent à vous former, à programmer, à développer des compétences. Maintenant, c'est un choix. Je vais dans un centre apprendre des compétences qui vous donnent une expertise. Les entreprises veulent des gens qui peuvent résoudre des problèmes. Maintenant, après, l'université est bien à la mesure où c'est structuré. Il y a un aspect pédagogique qui intervient. Mais si, dans le centre de formation, il y a quelqu'un qui vous accompagne ou qui vous guide sur la manière d'acquérir des compétences, comment est-ce qu'elles sont échelonnées et comment est-ce que vous allez grandir sur l'approche projet, travailler sur des projets concrets, c'est une expertise. Moi, je ne suis pas pro-diplôme. Je suis pro, surtout dans le domaine de l'informatique, on apprend un métier. Donc, vous pouvez aller dans le centre de formation, on vous forme à être développeur full stack. Quand vous forme à être développeur Java, vous apprenez du Java ou bien développeur Python ou bien ingénieur Python. Vous mangez du Python matin, midi, soir, vous travaillez sur des projets, toutes les entreprises peuvent vous recruter. Parce qu'après, il y a ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. On fait ça au Cameroun? On a des sujets, c'est encore des sujets qui sont dans les tiroirs. Bah oui, il faut. Mais aujourd'hui, les métiers comme l'informatique, même en ligne, les métiers comme l'informatique, on peut travailler en remote, comme on dit généralement. Je peux vendre mes compétences. Il y a des plateformes où on vend ses compétences. Je viens, je me positionne comme développeur. Je suis développeur. Je prends des projets et on me paye. Il y a des Camerounais ici qui travaillent sur des projets en Égypte, qui travaillent projets aux États-Unis, des projets en France, qui sont basés ici. Et certains n'ont juste le bac. Mais ils gagnent beaucoup d'argent. Ils sont au Cameroun. Donc c'est un domaine de métier assez particulier. Je dirais peut-être pas ça d'autres métiers. Mais l'informatique aujourd'hui a tellement rendu l'information démocratisée et disponible que je peux vous assurer, il y a des gens qui gagnent bien leur vie au Cameroun et travaillent sur des projets dans le monde entier. Donc, ça veut dire que le téléspectateur qui a envoyé le message a sa réponse. Avant que Cathy ne pose sa question, je veux juste faire un petit rappel aux téléspectateurs. Vous pouvez appeler pour poser vos questions à l'expert ici, André Hott. Il va vous donner la solution à votre problème. Le numéro de téléphone est affiché au bas de votre petit écran. À toi, Cathy, maintenant. Merci, Mireille Grace. Elle ne voulait pas me lâcher, là. What advice can you give, or maybe the importance of discussing your post, excuse me? Oh my God. The importance of discussing your post-back orientation, because there are some people who are not that open. There are some people who like to confine, they like to be in their own space. They don't discuss with anybody. Let's say after having your baccalaureate and you've choose a particular field, but you're a little bit lost, but you're not that kind of person that is very open. What advice can you give to that kind of person? Or maybe the importance of discussing your career, your upcoming career to people, or maybe your close ones and the rest? Il y a un dicton en français qui dit qu'on est riche que d'hommes. La richesse, c'est les gens qu'on connaît. Donc je pense que c'est une attitude qu'il faut casser très tôt. Okay. Il faut amener vraiment cette personne à s'ouvrir aux autres. Parce qu'en s'ouvrant aux autres, on apprend de leur expérience. On ne peut pas être seul, réussir seul. La réussite, elle est toujours construite, elle est collective. D'accord. Chaque personne sur Terre aujourd'hui est la somme des petites expertises ou des petits engagements qu'il y a eu autour. Donc moi, le conseil, c'est vraiment de dire à la personne, il faut aller vers des gens qui peuvent t'aider à grandir, t'aider à te développer professionnellement. C'est même une obligation. Parce que non seulement ça permet de gagner en temps, mais on acquiert aussi beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse qui peuvent vous aider à vous démarquer positivement sur le marché de l'emploi. Ok.
Another thing you make mention is mentorship. Yeah. I think that is where the problem is, because we don't know who a mentor is and the criteria That's it. like the criteria of a mentor. Yeah. And that is where the problem starts. Like, we don't really know. Maybe we've just heard the word mentor and they'll point this person out that this is a mentor. You just need to go to this person and you know, mentor you on Le parrain. Thank you. Bon, moi, je dirais, déjà, un mentor, c'est pas quelqu'un qu'on voit à la télé, c'est pas quelqu'un à qui on peut jamais dire bonjour, c'est quelqu'un à qui on a le contact, on crée une relation. Et avec cette personne-là, il faut que ce soit quelqu'un qui peut vous apporter professionnellement. L'idéal, c'est que ce soit quelqu'un qui est réussi dans votre domaine. Ça fait que vous grandissez vite dans le secteur. Mais à côté de ça, il y a aussi les valeurs. Tout ce qui est valeur, tout ce qui est éthique, c'est important. Il faut choisir un mentor avec lequel vous êtes allié sur un certain idéal de valeur, les valeurs, les principes. Un mentor, quelqu'un peut être bon professionnellement, mais ne pas être un bon mentor, pour vous ou pas. Donc, à côté de la réussite professionnelle, il faut également qu'avec ce mentor, vous soyez allié sur un certain nombre de valeurs que vous partagez et que vous avez retrouvées sur cette personne-là. Et c'est la combinaison en fait de tout cela qui fera la bonne équipe. Et l'idée c'est quoi? Continuellement aller vers la personne, apprendre son expérience. Les relations s'entretiennent. Vous n'appelez pas le mentor quand vous avez besoin de lui. Il faut aussi prendre des nouvelles. Parce que chez nous, par exemple, je prends le cas souvent des gens qui... Moi, j'accompagne souvent sur LinkedIn, par exemple. Comment est-ce qu'on crée les relations sur LinkedIn? Vous avez été au chômage pendant 6 mois. Dès qu'un DG vous accepte sur LinkedIn, directement, vraiment, monsieur le DG, merci pour l'invitation. Je suis au chômage depuis 6 mois. Vraiment, trouvez-moi le travail maintenant. C'est compliqué. Non, il faut prendre le temps de construire la route. De temps en temps, même, bonne fête du travail. Est-ce que je peux vous rencontrer? Si c'est le nouvel an, peut-être faire des paquets. Moi, j'ai des mentors. Chaque début d'année, je leur fais des paquets. Je vais leur rendre visite. Je vais si ça. Voilà comment on acquiert. Et de temps en temps, quand vous êtes dans une situation compliquée, vous avez besoin d'expertise, vous l'appelez, il pourra se rendre disponible parce qu'il y a la relation qui est créée. Donc, c'est cette relation créée-là, c'est ces multiples discussions qui vont vous faire gagner en maturité, gagner en expérience, mais plus que tout, je dis encore, il faut être allié sur des valeurs. D'accord. Hi, I just had my advanced level and my wish is to be a journalist. Okay. Wow. But I do not have enough funds to proceed in the progressional school. Please, your advice. Oh, ça c'est la fameuse question. La question de l'argent revient toujours. No. Enough funds. Yeah, funds. Okay, funds. Okay. To proceed a progressional school. Please, your advice. On parle de cash flow. Yes, Oui. Cash flow. Bon, c'est une problématique qui revient. Après, vraiment, il y a ce qu'on appelle aussi de love money. Il y a ce qu'on appelle de love money. Ça veut dire que Love money. love money, c'est quoi? C'est que les gens qui sont autour de toi, qui partagent ton projet, peut-être depuis la première, tu dis je vais être journaliste. À un moment, quand tu es coincé, tu les sollicites, ils sont prêts à investir dedans. Il y a l'école, il y a l'ESTIC, qui est une école publique où on fait le concours. Donc, généralement, quand on sait qu'on peut avoir des difficultés en termes de cash flow, on s'assure d'abord d'être excellent. Parce que derrière, il y a une bourse qui peut arriver. Et souvent, il y a des bourses en interne. Ces écoles, parfois, ont des aides sociales. Moi, je connais certaines universités, l'université catholique, par exemple, il y a des étudiants qui sont là-bas, qui ont des bourses. Beaucoup de gens ne savent pas. Et ils sont financés, ils sont payés, ils sont pris en charge. Mais le but, c'est de monter un dossier, de prouver que vraiment, vous êtes dans une situation de difficulté, vous n'avez pas les moyens de pouvoir payer votre scolarité. Donc, il faut déjà être excellent, parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut faire journalisme, on a la passion, mais de l'autre côté, on a 9 de moyenne, on a un bac avec 10,00. Voilà, il y a des critères déjà qui ne peuvent pas vous aider, mais vous aurez pu être éligible à une bourse. Ça peut aussi arriver de travailler dans le journalisme. Peut-être, est-ce que la personne a été animatrice pendant les vacances? Est-ce qu'elle a essayé de voir une radio ou une télé où elle peut travailler comme bénévole? Après, quelqu'un, elle peut poser le problème, on lui fait une recommandation qui peut ouvrir les portes. Donc, moi, je dis qu'il ne faut pas toujours être focalisé sur « je n'ai pas l'argent ». Il y a toujours des personnes autour de nous sur l'approche, la manière qu'on utilise qui peut vous ouvrir les portes et ça peut être une opportunité aussi.
I think another problem with maybe being raised and that, apart from cash flow, like she earlier mentioned, another thing maybe you could tell her is like identifying if she actually wants, she has the potential to be a journalist. Because those are some of the errors that we make. Like, I've seen a role model, maybe I've seen Mireille, I love the way Mireille talks, and I pray and hope that I want to be like Mireille, I want to be a journalist. But in me, I don't have those potential. I'm not a good talker. I don't have the physique. I don't. I think maybe the physique. Yes, the physique. The first thing is maybe because that is where the problem is, identifying what you are capable of doing. C'est ça. That's where the problem comes in. Non, je suis tout à fait. Je partage. C'est pour ça que je parlais de star, parce que quelqu'un qui sait qu'elle veut être journaliste, il y a des actions. Est-ce qu'aujourd'hui, si on lui demande les actions qui prouvent qu'elle veut être journaliste, est-ce qu'elle a des éléments qui plaident pour elle? Il y a des pères dans le métier qui l'ont appris en stage, à la radio. Une passion, elle se vit vraiment. Donc, effectivement, est-ce que c'est juste, c'est ce que je veux faire parce que c'est bien comme métier, ou bien comment est-ce qu'elle s'est préparée à intégrer ce métier? Je crois que c'est le gros challenge aussi. Honnêtement, moi, je crois que l'argent n'est pas toujours le problème. Il y a toujours quelqu'un qui peut accompagner, qui peut aider, si elle a vraiment structuré. Parce que le fait qu'elle ait structuré ça, il y a des gens autour d'elle qui ont vu cette passion, qui ont vu cette énergie qu'elle dégage et qui sont prêts à l'accompagner par rapport à son projet. Ok. André, c'était tellement super cool avec... je baisse le riz, je veux regarder, je vois que le temps est déjà écoulé. C'est une sorte... Ça passe vite. Hein? Ah oui, l'entretien était super cool et intéressant. Pourquoi? Parce que au moins, moi-même en tant que parent, j'ai aussi appris quelque chose. Merci beaucoup. Et c'est toujours plaisant de t'avoir. Et je crois que mercredi prochain, on sera encore ensemble pour une thématique liée au métier des jeunes. Definitely. Finalement. Et que dire maintenant, un dernier mot à l'endroit de ces jeunes futurs étudiants ou alors futurs employés post-bac, si je peux dire ça ici. Alors, s'il y a quelque chose à dire, je pense que il n'y a rien de plus beau au monde que d'être payé pour faire ce qu'on aime. Donc, n'ayez pas peur de suivre votre passion. Mais le plus challengeant, c'est vraiment parce que pour la passion, ne payez pas les factures. Les parents vont investir beaucoup d'argent, donc il faut qu'elle soit rentable. D'ailleurs, le prochain thème, comment construire une carrière rentable. Donc là, on a planté le décor. Donc on sera là la prochaine fois pour mettre tous les leviers sur lesquels on doit pouvoir actionner pour construire réellement une carrière qui fera que, pour le père, j'ai mis tel nombre de millions et dès que tu sors de l'école, tu commences à produire l'argent dès le premier jour. En tout cas, je serai content de vous retrouver mercredi prochain et merci beaucoup encore pour l'invitation, Mireille et Cathy. Merci beaucoup, André.